Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'affaire Honeywell. Honeywell, c'est le nom d'une firme américaine qui produit du matériel de protection pour les travailleuses et les travailleurs. Jusqu'en 2018, elle possédait une usine de fabrication de masques respiratoires à Plaintel, près de Saint-Mérieux dans les Côtes-d'Armor. Usine qui a été délocalisée, les machines ont été détruites. C'est aujourd'hui le nom d'un scandale d'État. Puisque ces masques nous manquent, nous sommes en situation de pénurie en France. Il est pourtant possible de relancer une production industrielle à grande échelle, peut-être avant la fin de cette année 2020. C'est en tout cas ce que pense Serge Lequéot de l'Union syndicale solidaire. Il est aujourd'hui avec nous. Bonjour Serge. Alors, donc, je suis militant à l'Union syndicale solidaire des Côtes-d'Armor. Et j'ai siégé pendant 2 mandats au Conseil économique et social de Bretagne, donc comme représentant de l'Union syndicale solidaire de Bretagne. Et par ailleurs, je suis aussi militant de l'association altermondialiste ATTAC. Alors, à la fin du mois de mars, quelques jours après le début du confinement décrété par le gouvernement et lié bien sûr à l'épidémie de coronavirus en France, le syndicat solidaire des Côtes-d'Armor a publié un communiqué sur sa page Facebook, il l'a envoyé à la presse également, qui a fait beaucoup de bruit et que je vais vous montrer. Voici ce communiqué en date du 26 mars, communiqué qui revient sur la fermeture de cette usine qui a été détenue par Honeywell sur la fin de sa vie, à peu près les 8 dernières années, et qui explique aussi qu'il y a un projet dont on reparlera à la fin de cet entretien, projet de relance sous forme de coopérative ouvrière de production. Donc là, c'est une proposition de Solidaire Côtes-d'Armor. Serge, est-ce que tu peux nous dire quel est le contexte qui amène la publication de ce communiqué? C'est évidemment donc la pandémie, tout a commencé avec la pandémie, du coronavirus. Le confinement qui a été obligatoire vu le nombre de malades qui se développaient. Après la Chine, l'Italie, c'est venu en France, le virus est venu en France et puis avec des conséquences dramatiques qu'on a connues. Évidemment, tout le monde a repensé, surtout les costarmoricains, et moi singulièrement, parce que moi j'habite à Plaintel, j'habite à environ 1 kilomètre à vol d'oiseau de l'usine. Je me suis remémoré la séquence fin 2018 de la fermeture de l'usine qui fabriquait des masques. Voilà. Donc, en discutant avec des militants comme René Louaille, avec qui on travaille beaucoup actuellement pour défendre les victimes des pesticides, et puis qui est militant aussi à la Confédération paysanne, bon, on a eu un échange par rapport à cette fermeture de l'usine. Et donc, je me suis décidé sur les conseils de René de faire une petite enquête pour connaître bien dans quelles conditions réelles avait été fermée l'usine. Donc, j'ai repris contact, moi, avec les salariés de l'usine que je connaissais. J'ai cherché tout simplement dans l'annuaire leur contact. Et puis, j'ai vu avec des militants de la CGT, des militants de la CFDT, qui travaillaient dans l'usine et qui ont tous été licenciés. Et c'est en échangeant avec eux qu'à ma grande stupéfaction, j'ai appris non seulement qu'on savait que l'usine avait été fermée pour des raisons d'optimisation, de recherche du profit maximum par Honeywell, mais dans le cadre de la mondialisation néolibérale, et c'est le capitalisme financier qui détermine la politique industrielle des entreprises et puis au-delà des entreprises des pays. Donc, ils avaient délocalisé en Chine et en Tunisie parce qu'ils voulaient avoir des taux de rentabilité pour l'usine qui oscillaient entre 15 et 20% en gros. Et en plus, il y avait eu une rupture des achats, des engagements qui avaient été pris par l'État. On reviendra dessus tout à l'heure, mais il y avait une baisse de la commande. Mais surtout, ce que Honeywell voulait faire, c'était qu'ils voulaient totalement délocaliser leur production en Tunisie et en Chine. Voilà. Et alors, c'est en discutant avec des militants des usines qui ont été licenciés, que j'ai appris ce qui n'avait jamais été révélé. Donc,
que les machines, non seulement n'avaient pas été délocalisées en Chine ou en Tunisie, mais qu'elles avaient été tout simplement transformées et vendues à inférieur. Voilà. Alors ça m'a vraiment surpris. J'ai dit, c'est incroyable, hein. C'est les pays se bagarrent pour trouver des masques. On constate que sur les tarmacs des aéroports chinois, il y a de la piraterie d'État. Hein. Les Américains arrivent et ils payent 3 fois le prix des masques que la France avait achetés. Et fait vider les avions cargo qui étaient dévolus à la France pour les embarquer aux États-Unis. Et après, d'autres avions qui partaient de Chine et qui, par exemple, pour livrer des masques en Espagne ou en Italie, qui étaient dévalisés en Tchécoslovaquie. Enfin, il s'est passé des choses assez incroyables à l'époque. Donc tout ça a fait que, au niveau de Solidaire, en discutant avec les camarades du bureau de Solidaire, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on mette en lumière le scandale. Alors c'est pour ça que le communiqué s'appelle « Que s'est caché derrière la fermeture de l'usine Honeywell de Plaintel ?» Point d'interrogation. Et un scandale d'État, point d'exclamation. Bon, c'est évidemment, le communiqué a fait du bruit parce que bon, il a été lu par 45 000 personnes, partagé par plus de 1100 personnes. Les médias s'en sont saisis. Il y a eu le journal de Télégramme qui m'a contacté immédiatement et qui a contacté aussi Jean-Jacques Fluand, un ancien directeur de l'usine, pas du temps de Noël, mais avant Noël. Il y a eu un article et puis FR3 aussi a fait un reportage. Voilà, donc c'est parti comme ça. Et ensuite, il y a eu une avalanche d'articles qui sont sortis dans toute la presse nationale, régionale, nationale et même internationale, puisqu'il y a eu des articles qui sont sortis, comment dire, en Russie, au Japon, partout. On a eu des contacts presse énormes. Quoi. Voilà. Mais ce qui, au départ, la fermeture de l'usine en 2018 n'avait pas créé un grand émoi dans la population. D'ailleurs, les syndicalistes qui organisaient la résistance, qui s'étaient par ailleurs adressés au président de la République, Emmanuel Macron, et au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, bon, ils ont reçu des réponses polies, mais il y a eu tout de suite. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, parler, par exemple, d'une relocalisation des activités industrielles qui font aujourd'hui, dont tout le monde aujourd'hui reconnaît que ça fait partie d'une nécessité si on veut avoir une souveraineté sanitaire. Il y a 2 ans, c'était inaudible. C'est-à-dire que si on avait sorti un communiqué de solidaire comme on a sorti le 26 mars 2020, ça aurait fait au plus poli, ça leur a fait sourire, et puis je pense qu'on a eu beaucoup de critiques très sarcastiques en disant qu'on était des doux rêveurs, qu'on voulait revenir au système soviétique du Gosplan, en gros. Hein, voilà. Or, le communiqué, il a fait mouche, parce que bon, le scandale de la destruction, évidemment, ça a choqué les gens, mais surtout, on s'est aperçu que faire dépendre la souveraineté sanitaire d'un pays la déléguer au marché financier, finalement, à la main invisible du marché, bah, c'était suicidaire pour un pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. Voilà, donc en fait, grâce à cette affaire Honeywell, on a plusieurs sujets, sous-sujets qui s'ouvrent. On a, en termes de commerce international, Honeywell, c'est aujourd'hui un groupe multinational basé aux États-Unis et qui produisait des masques pour ses propres professionnels, ses propres salariés sur l'ensemble de la planète. Et c'est pour ça que les patrons américains ont racheté l'unité d'Honeywell située à Plaintel. Voilà. Et en plus, ils ont utilisé ce que notamment Attac dénonce depuis sa création, hein, depuis 20 ans, c'est-à-dire que des prix de transfert internes aux multinationales. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour que les entreprises soient considérées comme non rentables. Parce que c'est eux qui sont acheteurs de leurs propres produits et c'est eux qui fixent les prix. Donc, ils achètent à très très bas coût, par exemple à l'usine Newell de Plaintel. C'est la maison mère européenne, par exemple, c'est la filiale européenne qui achète à l'usine de Plaintel à un prix dérisoire, à des pâquerettes. Ensuite, c'est la société Honeywell Europe, qui est souvent, il faudrait vérifier, mais qui est sans doute basée en Belgique ou encore mieux aux Pays-Bas ou en Irlande, qui elle après revend avec un taux de profit énorme. Et comme c'est dans des pays qui sont à fiscalité pratiquement nulle que les entreprises, voilà. Donc
Finalement, c'est l'entreprise est mise en déficit, mais d'une manière tout à fait artificielle. Et, la multinationale, elle, continue à faire des profits. Alors là, on a une photo qui date un peu puisque c'était les locaux à l'époque détenus par Sperian. Ouais. Donc avant ce rachat qui intervient en 2011, hein, si ma mémoire est bonne. Donc, et avant, c'était Bakou Dalloz. C'était la société avant de s'appeler Sperian, elle s'appelait Bakou Dalloz. Elle a été donc achetée, elle a été achetée en 86 par le groupe. Alors l'autre gros sujet, et peut-être à court terme, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette politique de masque qui consiste à, après la crise du SRAS notamment, changer la politique en termes de protection et d'acheter en masse et de produire en masse. Donc cette entreprise, Sperian, dans les années 2000, produit des dizaines jusqu'à donc plus de 200 millions. Je crois que j'ai lu peut-être 250 millions avec quasiment 300 employés sur le site de Plaintel, uniquement pour l'État français. À tel point, m'ont dit des sources en interne, que les masques étaient tellement nombreux qu'il fallait les entreposer dans d'autres lieux, dans les Côtes d'Armor notamment. Donc, à Loudéac et à Trémuson notamment, des entrepôts sont loués pour stocker les masques avant que l'État les récupère et les disperse, les ventile sur le territoire. Et puis, il y a ce changement qui intervient et qui a été documenté notamment par Mediapart ou par France 2 dans des reportages ces dernières années. Changement total de politique. On va décrescendo dans la production, ce qui entraîne aujourd'hui une situation de pénurie au niveau national. Alors, évidemment, l'usine s'est énormément développée parce qu'il y avait des commandes d'État. Enfin, c'est passé, c'était Xavier Bertrand qui était ministre de la Santé à l'époque. Donc, alors, il faut savoir qu'il y avait un contexte en plus, comment dire, lié justement aux pandémies, mais qui était dû notamment avec des virus qui venaient des animaux, hein, que ce soit les porcs, les poulets. Alors, à plus, dans les Côtes d'Armor, il y a le zoopole de Ploufragan qui est spécialisé justement dans le suivi sanitaire pour des maladies dans les élevages. Hein, en Bretagne, on a énormément d'élevages. Donc, il y avait tout ce contexte au niveau des pandémies dans le domaine agricole et porcin, qui faisait qu'il y avait une très très grande vigilance. Parce que déjà à l'époque, on parlait d'une possibilité de mutation des virus qui passe de l'animal aux humains. Et donc, c'était à l'époque, c'était le gouvernement Raffarin, Jacques Chirac, la présidente de la République, et puis Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé, et qui, lui, a eu une politique très volontariste, hein, de stock de masques, donc en prévision d'une pandémie possible. Voilà. Après, ça a été continué quand il a quitté le ministère de la Santé. Il y a eu Roselyne Bachelot qui a continué aussi vraiment à maintenir les stocks. Il y avait une société qui avait été créée justement pour gérer ces stocks au niveau national, quand même, les commandes d'État en gros, hein, dont la société Sperian bénéficie. Et puis après, il y a eu une rupture totale. Donc dans les années 2011-2012, sous le gouvernement Hérault et François Hollande qui était président de la République, avec la ministre de la Santé et de la Solidarité à l'époque, Madame Touraine, qui elle donc a fait dans un contexte où en gros il y avait des recherches de faire des économies en gros. Hein. On était dans les plans de stabilité au niveau européen. Et donc, la France devait à tout prix, comment dire, faire baisser son déficit, retomber en dessous des 3% de déficit. Donc, il y a eu des plans de stabilité, compétitivité. Il a fait ça. Nous, à Solidaire, on disait,
ne pas dire des plans d'imbécilité. En gros, mais c'était de baisser drastiquement les dépenses des services publics, les dépenses de l'État en fin de compte. Voilà. C'était faire des cadeaux aux entreprises avec le CICE, qui était aussi qui a été promu par le président Macron, qui à l'époque était ministre des Finances. D'un côté, on baissait les dépenses de l'État, c'est-à-dire donc plan drastique, 100 000 lits fermés dans les hôpitaux. Enfin, il n'y a pas que le gouvernement qui l'a fait, mais c'était déjà engagé, mais ça a été encore amplifié. Et puis après, ça a été de faire des économies à tous les niveaux. Et donc, en gros, ils ont considéré que c'était plus à l'État de faire des stocks, et ils ont invoqué la fameuse responsabilité des acteurs, en gros des entreprises, et ils leur ont dit que c'était désormais aux hôpitaux, aux entreprises, de faire eux-mêmes leur stock. On voit qu'est-ce que ça donne quand même. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que l'entreprise de Plantel, elle a vu les commandes d'État fondre. Quand même. Voilà. Donc ces effectifs baissent, sont divisés par 10 environ en moins de 10 ans. Et en 2008, c'est donc la fermeture qu'on évoquait tout à l'heure, avec donc une perte à la fois de matériel, ces lignes de production qui sont détruites, donc même pas expédiées dans d'autres usines, même pas vendues, elles sont détruites sur place et envoyées à la déchetterie locale. Et puis une perte de compétences, évidemment, puisque on avait là des gens qui étaient formés sur des lignes de production et aussi sur la capacité de détecter les anomalies. Donc on avait à la fois des ouvriers qualifiés, on avait aussi des ingénieurs qui travaillaient dans cette usine. Voilà. Et alors, le scandale, on l'a pointé dans notre communiqué du 26 mars, c'est que non seulement l'entreprise, on a bénéficié, comme toutes les autres entreprises, de crédits d'impôt recherche emploi, le fameux CICE, des centaines de milliers d'euros. On est en train de enquêter pour savoir exactement combien ils ont touché, combien l'entreprise de Noël France a touché de CICE, mais ça peut-être se chiffrer même en millions, il faut qu'on vérifie tout ça, sans aucune contrepartie, évidemment, ils n'ont rendu aucun compte. Ils ont bénéficié d'aide des collectivités territoriales pour faire l'extension de l'usine. Ils ont bénéficié d'aide pour acheter des machines. Ce n'était pas au Noël, mais les machines ont été des aides publiques. Ils ont bénéficié d'aides considérables pour accompagner les plans sociaux. Parce que comme ils ont, Noël a fait en sorte que la production baisse constamment, ils ont fait des plans de suppression d'emploi, de licenciement successifs. Et à chaque fois, avant de le faire, ils mettaient les salariés en chômage partiel. Donc, chômage partiel dit aussi finances publiques pour soutenir. C'est pour l'emploi qui a payé. Voilà. Et donc, ça, c'est d'autant plus scandaleux que après avoir pompé tout ce qu'ils ont pu en termes d'aide de l'État aux licenciés, d'aide de l'État de la soi-disant compétitivité et emploi, ils sont partis. Ils sont partis d'enfermer le site et ils ont licencié tous les salariés qui restaient, sauf une salariée qui était salariée protégée, dont l'inspection du travail et le ministère a refusé le licenciement. Donc, quelle analyse tu fais de cette évolution d'entreprise vers un groupe multinational à capitaux américains et qui finit par délocaliser? Qu'est-ce que ça signifie sur la structure de l'économie mondiale? Voilà. Moi, je trouve que l'affaire de Noël, elle est assez exemplaire pour faire la démonstration de à quelle catastrophe nous mène le système néolibéral dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que je pense même que le cas de la fermeture de l'usine Honeywell de Plaintel pourra servir de modèle pour les professeurs qui voudront expliquer l'économie néolibérale qu'on connaît depuis une trentaine d'années. Parce qu'il y a tout dans cette affaire-là. Il y a la toute-puissance de la multinationale qui peut, à sa guise, donc, pomper de l'argent public, délocaliser sans que personne puisse l'empêcher, le droit de propriété absolu qui va jusqu'à la destruction de machines hyper performantes qui auraient pu être d'utilité sociale, surtout aujourd'hui. Et que si on en est arrivé là, c'est bien parce que
depuis une trentaine d'années, donc, mais c'était particulièrement vrai en Europe, c'est-à-dire que les politiques ont été menées, donc ont favorisé le libre-échange. Le capitalisme international a pris le dessus sur le capitalisme entrepreneurial, c'est la finance qui gouverne. Et donc le seul but du développement économique, c'était d'optimiser les profits. Donc les entreprises allaient chercher la main-d'œuvre où elle était la moins chère à travers toute la planète, quitte à faire, comme on l'a vu, donc fabriquer des masques en Chine et après les faire revenir. Donc c'est une catastrophe sociale parce qu'évidemment ça détruit l'emploi massivement dans les pays comme la France et en Europe. La Chine est devenue l'usine du monde et tout ça au profit, donc évidemment pas des salariés qui eux ont perdu leur emploi, pas au profit de l'intérêt général d'un pays comme la France parce qu'on a perdu notre autonomie, notre souveraineté sanitaire, mais tout ça parce que les entreprises comme Honeywell, multinationales, voulaient simplement avoir des taux de profit exorbitants, entre 15 et 20%. Voilà. Et ça a été possible parce que et l'Europe a été fer de lance là-dedans, parce que quand on regarde bien un peu les 30 années passées, je pense qu'il y a un bilan qu'il faut faire et il y a des comptes à demander aux acteurs politiques au niveau européen, que ce soit les sociodémocrates ou la droite européenne, hein, qui ont mis en place des règles d'organisation de la société et des marchés, notamment à travers l'acte unique européen de 86, après le traité de Maastricht, c'était de 95, et ensuite le traité constitutionnel européen. Ils ont organisé la société en la fondant sur le libre-échange, en partant du postulat, qui de mon point de vue était complètement irrationnel, inconséquent, c'était qu'une sorte de main invisible du marché pouvait faire le bonheur des peuples et réguler l'économie d'une manière intelligente. Et en gros, c'était de dire, enfin c'était Reagan qui avait dit, hein, l'État n'est pas la solution mais le problème, et donc il n'y a pas d'alternative au néolibéralisme si des États de chair, et ça a été repris en France hein, par tous nos responsables politiques, à commencer par des gens comme Jacques Delors qui a joué un rôle vraiment très néfaste, et Pascal Lamy qu'on entend aujourd'hui dire qu'il met sa personne à la disposition de la France pour la réindustrialiser, alors que quand il était directeur du cabinet de Jacques Delors, qui était président de la Commission européenne, quand il a eu des mandats de commissaire européen, puis après directeur de l'OMC, il n'a eu de cesse que de dire qu'il fallait délocaliser la production industrielle française parce que la main-d'œuvre était trop chère, que la France devait devenir le pays de service et non plus. Enfin, en gros, il disait qu'il fallait, pour les industriels, comprendre que leur avenir des entreprises françaises, c'était de délocaliser où la main-d'œuvre n'était pas chère en Chine, qui devenait l'usine du monde. Et ces gens-là nous ont vendu au peuple européen l'idée complètement incroyable, quoi, que si on laissait le marché libre, tout fonctionnerait, quoi. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, c'est que notre pays, il est dans une situation pitoyable parce que tout a été désorganisé, hein, la puissance publique a reculé, on a laissé les marchés faire, on a laissé les multinationales devenir maîtresses du monde, et le résultat, il est là. Mais il faut bien comprendre, et c'est ça que le message que moi je veux faire passer, c'est qu'il y a des responsabilités politiques, il y a des hommes et des femmes politiques qui ont fait la promotion de ces idées-là. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une mise à plat à faire. L'exemple de Noël de Plaintel, il est parfait. Il ne faut pas évidemment que vivre en regardant derrière nous. Il faut aller vers de l'avant, on pourra en parler tout à l'heure. Mais je pense qu'on ne peut pas faire quelque chose de positif et de constructif si on n'est pas capable de faire un véritable bilan de pour quelles raisons on en est arrivé à une telle situation. Voilà, donc tirer les conséquences, ça signifie aujourd'hui parler notamment de renationalisation, de nationalisation tout court d'ailleurs, parce qu'une bonne partie des entreprises, notamment dans la production des biens nécessaires pour faire face à l'épidémie, ont toujours été privées et sont même détenues par des entreprises étrangères. Donc, c'est notamment le groupe La France Insoumise qui met dans le débat public la question de Luxfer, par exemple, et qui cite aussi Honeywell, puisque dans les dernières heures, on a eu une audition de Bruno Le Maire à l'Assemblée, dans la commission d'information des députés sur l'épidémie.
quel est ton avis déjà globalement sur ces nationalisations? Parce que le gouvernement, dans un premier temps, s'est dit pas opposé à des nationalisations, mais temporaires, hein. Donc c'est une façon aussi euh, pour le patronat d'avoir des aides momentanées. Voilà, c'est-à-dire qu'ils veulent nationaliser les pertes et privatiser les profits. Donc c'est sûr que la nationalisation, euh, ça peut être un outil intéressant, mais il ne faut pas que ce soit pour sauver finalement le capitalisme financier. Hein, on voit bien, pour les banques, c'est pareil, quoi, hein. C'est-à-dire que les banques, il y a une sorte de nationalisation des banques quand elles ont fait faillite, en gros. Mais ensuite, dès qu'elles sont, l'État les redresse, eh ben, ils sont remis dans le secteur privé marchand. C'est pas normal. Donc du coup, nous, à Solidaire, ce qu'on pense surtout, c'est qu'il faut que l'État joue vraiment son rôle protecteur, l'État social, quoi. Il faut revenir à l'État social. Il faut donc renforcer les services publics. Il faut faire la liste de toutes les productions industrielles qui sont nécessaires à la souveraineté du pays, hein, en matière sanitaire notamment, mais bon, il y a aussi au niveau de l'agriculture, il faut une souveraineté alimentaire. Il faut regarder ce qui est stratégiquement indispensable au pays, que ce soit produit en France pour être autonome et indépendant. Et ensuite, ça peut passer évidemment par des nationalisations, donc par exemple les créations d'établissements publics d'intérêt commercial, à capitaux uniquement publics. C'est ce qu'on avait d'ailleurs proposé dans notre communiqué, ou alors un autre aspect qui nous semble extrêmement intéressant, c'est de créer des coopératives. Et il y a un outil qui existe, c'est la société coopérative d'intérêt collectif, hein, qui a été le statut actuel date de 2001. C'était d'ailleurs Guy Asquette, qui était à l'époque secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire du gouvernement Jospin, qui avait encadré la législation là-dessus sur ces fameuses coopératives. Mais ça nous semble un outil très intéressant parce que ça évite de tomber dans le travers du centralisme de l'État. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est que ces coopératives-là, les conseils d'administration sont co-gérés finalement avec les salariés, avec les collectivités publiques qui les financent, et puis aussi avec les acheteurs qui s'engagent à acheter des produits produits par la coopérative. Donc, il y a un côté très positif et ça met surtout les salariés au cœur de la dynamique de relance de la production industrielle, quoi. Parce que s'il y a une autre chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que 30 ans de néolibéralisme, ça a mis le pays dans un état pitoyable, mais 30 ans de néolibéralisme enseigné dans nos facultés, dans nos grandes écoles, que ce soit l'ENA, Polytechnique, HEC, Sciences Po, ça a fait des dégâts considérables et malheureusement aujourd'hui, nos élites, il y a une faillite du système, mais il y a malheureusement un lavage de cerveau qui s'est produit au sein de nos élites. Et en tant que syndicaliste, venant du service public comme le service public postal, je sais bien aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en incapacité de reprendre une gestion sérieuse et intelligente des secteurs publics ou des sociétés qui seraient nationalisées. Et pour aller vite, c'est si par exemple la coopérative, la société donc coopérative d'intérêt collectif, si on met à sa tête des technocrates qui pensent que c'est les lois du marché, la concurrence libre et non faussée qui doivent prévaloir, ça ne pourra pas marcher. Donc il faut remettre au cœur de ces outils qui vont être créés, des gens qui ont évidemment la fibre sociale et qui ont aussi la capacité, disons, de développer tout ce qui est bien commun, service public, et puis sinon ça ne marchera pas, quoi, hein, voilà. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que si on met à la tête des organismes publics, des établissements publics à caractère industriel et commercial, des gens qui ont été formés notamment dans les grandes écoles comme HEC, ça va être très compliqué. Voilà. Donc il faut un contrôle des salariés et puis aussi du mouvement citoyen, quoi. Alors maintenant, on revient sur cette usine qu'on appelle Honeywell, hein, mais qui a eu des noms différents au cours de l'histoire. Disons que c'est le dernier nom qu'elle est porté, c'est celui d'Honeywell. L'usine de Plaintel, elle est au cœur des enjeux
politiques, syndicaux aussi, donc évidemment industriels et sanitaires. Et ces derniers jours, on a vu plusieurs dirigeants politiques annoncer leur intention de financer, de cofinancer le retour d'une usine, notamment derrière l'ex-patron, mais qui lui n'a pas connu finalement la période la plus faste, parce que je crois qu'il est parti en 2006, mais qui était déjà lors de la disparition en 2018, un peu au chevet de l'entreprise pour trouver un repreneur, ce qui n'a pas été le cas. Donc, Ouais. on a ce patron de la région briochine qui intervient pas mal. La présidence de région, la présidence du département des Côtes-d'Armor, la maire de Saint-Brieuc aussi, qui s'est fait connaître par le biais d'un communiqué. Ouais, qui est présidente de l'agglomération, de la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, Armor Oui. Saint-Brieuc. Ouais, qu'on est dans un entre-deux politique au niveau municipal et intercommunautaire, mais pour l'instant, les positions sont celles-ci. Alors, quel est ton sentiment déjà vis-à-vis de la situation en ce 16 avril, c'est-à-dire un peu plus de 20 jours après le communiqué de Solidaire qui est sous nos yeux? Alors, nous, l'analyse qu'on fait à Solidaire, c'est que notre proposition du 26 mars, au départ, donc quand on l'a lancée, à part peut-être le président du conseil départemental, Alain Cadec, qui a été très réceptif dès le départ en disant que lui était prêt à s'engager dans la proposition de création d'une coopérative d'intérêt collectif si la région suivait l'État. Et alors, il n'a pas fermé la porte tout de suite. Autrement, c'est vrai que les critiques étaient assez fortes, notamment de la région. Enfin, les gens n'y croyaient pas, en gros. Et il y a même eu la CFDT qui a pris une position publique, qui a été retranscrite par la presse, qui disait que si la proposition que Solidaire faisait allait bercer d'illusions les salariés, et puis que ce n'était pas possible de créer une coopérative, que le marché n'existait pas. Bon, il y a eu beaucoup de critiques. Alors, ce qui s'est passé ensuite, nous, on a, parallèlement au contact qu'on a pu avoir avec les différents élus pour les solliciter de s'engager dans un processus de création de site, parce que tout ça, ça a évolué évidemment. On a pris aussi contact avec Guy Asquette, qui habite à Trébeurdin, qui a été, comme je le disais tout à l'heure, le secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, et puis qui a un cabinet conseil dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et puis de l'environnement. Donc lui, il s'est proposé de se mettre à notre disposition pour nous aider à monter un projet technique. Et il a surtout, moi je lui ai demandé qu'il appelle le président de la région, M. Loïc Chenet-Girard et M. Cadec, qu'il appelle et M. Fuan aussi, pour qu'il leur explique qu'est-ce que c'était qu'une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif. Et manifestement, il a été convaincant vis-à-vis de ces élus-là. Donc, il y a eu une évolution favorable pour s'engager dans un processus, à tel point d'ailleurs que la région Bretagne, par l'intermédiaire de son président, en accord avec le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, M. Cadec, ils ont missionné M. Asquette, il a eu un contrat de mission signé par la région, pour élaborer un plan de faisabilité ou non de relance d'un site industriel, donc sous forme, qui travaille sous la forme de société coopérative d'intérêt collectif. Donc voilà. Donc en moins d'un mois, la proposition de Solidaire qui paraissait un peu farfelue, si on veut, c'était un peu les termes qui nous étaient, on nous disait par rapport à notre communauté, qu'on était un peu dans le rêve, finalement sont apparus de plus en plus pertinents. Et surtout aussi la situation de la pandémie s'est aggravée. Ce qui s'est passé sur les aéroports, comment dire, en Chine et en Europe, avec la piraterie d'État, tout ça a remis les pendules à l'heure. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous, on peut se féliciter de tous les contacts qu'on a eus parce que finalement, il y a une sorte de consensus pour soutenir le projet de création d'une coopérative. Et comment dire, évidemment, les salariés sont aussi contents de voir que
le site industriel peut-être repartir. Ça leur permettra, pour ceux qui sont au chômage, de trouver du travail. Et puis surtout, il y a eu aussi une dynamique qui s'est créée au niveau de l'intersyndicale des Côtes-d'Armor, hein, CGT, Force ouvrière, Solidaire, Solidaire et FSU, donc qui ont trouvé très intéressant la proposition de Solidaire. Et d'ailleurs, il y a un courrier qui est parti hier soir ou ce matin au préfet, donc au nom de l'intersyndical. Hein. Ça a été proposé par les camarades de la CGT. On a adressé, donc les 4 syndicats, CGT, FO, FSU et Solidaire, un courrier au préfet pour lui demander d'organiser au plus vite une table ronde réunissant l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire la région Bretagne, le conseil départemental, la communauté de communes de Saint-Brieuc, Armor, Agglomération, les organisations syndicales, évidemment, du département, hein, ça c'est évident, les salariés qui ont été licenciés en 2018, et puis les représentants de l'État, les différents services compétents de l'État. Mais évidemment, le préfet, lui, on comprend bien, il est obligé d'attendre la réponse du gouvernement, et particulièrement la réponse de Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie et qui sera décideur en la matière. Alors, s'il a été auditionné à l'Assemblée nationale, c'est aujourd'hui ou hier, je ne sais pas ce qu'il a pu dire par rapport à comment dire, l'entreprise, la relance de l'activité sur Plaintel, je ne sais pas. Sur la fameuse réunion qui est demandée au préfet, est-ce que tu as la sensation que depuis quelques semaines, les syndicats ont été évincés du dispositif? Pour l'instant, à partir du moment où le préfet n'a pas… en gros, ce qu'on sent, c'est que la région est très, comment dire, très dynamique en ce moment. Donc, elle pousse, je pense, que le projet, mais disons, sous l'angle qu'elle souhaiterait. D'ailleurs, c'est tellement évident, c'est que quand ils communiquent sur le dossier de la relance d'activité d'un projet industriel sur l'agglomération Bréauchine, la région ne parle jamais de Solidaire, ne parle jamais des organisations syndicales. Donc, donc voilà, donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'un projet comme ça ne peut pas marcher si on ne met pas au cœur du projet les salariés. C'est évident. Parce que c'est eux qui avaient raison. Il y a 2 ans, quand ils ont explicité les raisons pour lesquelles l'entreprise fermait, quand ils ont alerté les pouvoirs publics et la population, bon, c'est resté un peu lettre morte, mais disons que tout le monde a tourné la tête en gros. Mais c'était les salariés qui avaient raison. Si on les avait écoutés en 2018, on n'aurait pas été dans la situation qu'on a connue pendant la pandémie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. Faut être, comment dire, positif. Il faut aller vers l'avenir. Faut pas perdre la mémoire. Faut que chaque acteur, on sait comment s'est comporté chaque acteur. Bon, maintenant, si tout le monde, mais nous, on pense qu'il faut que tout le monde travaille, mais en respectant tous les partenaires. C'est-à-dire que si la région s'engage, le département s'engage, la communauté de communes s'engage, s'il y a des industriels qui veulent devenir clients, tout ça, c'est très bien. Alors, on ne va pas critiquer, parce que nous, on a proposé. On sait qu'une société coopérative d'intérêt collectif, ça doit associer, c'est tripartite en gros. Mais il y a une chose qui est évidente, et nous, on le dit en tant que syndicaliste, c'est qu'il faut que les salariés soient vraiment au cœur du dispositif. Et que leur parole, que les décisions fondamentales leur appartiennent. Voilà. Et puis, s'il n'y a pas ce contrôle-là, ça ne marchera pas. Voilà. Parce qu'en plus, on sait très bien dans les entreprises comme ça, et on le voit avec le confinement, hein, la vraie richesse, c'est le travail. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de richesse. Donc, il serait normal que s'il y a une coopérative qui est créée, que les salariés aient plus que leur mot à dire, quoi, que ce soit eux qui la maîtrisent du développement de l'entreprise. Et donc, c'est la table ronde auquel on souhaite que, évidemment, les salariés soient associés et leurs organisations syndicales. Toutes les organisations syndicales, bon, il faut que ça se tienne, quoi. Il faut que ça se tienne, et voilà. Dans le respect de chacun. Chacun a des fonctions différentes. Les responsables des collectivités territoriales, ils ont été élus, hein, ils ont été élus, mais les organisations syndicales qui représentent les salariés doivent être aussi présents. Alors, en parlant des syndicats, donc les 2 syndicats de l'entreprise, c'était la CFDT et la CGT. La CFDT, au niveau départemental,
a publié donc un communiqué qui remonte déjà, mais j'y reviens, au début du mois d'avril, dans lequel elle pointait les risques pour les salariés si c'était à eux d'amener du capital et donc de prendre les risques. Quelle est la bonne combinaison pour éviter cette prise de risque en cas d'échec de cette société? Est-ce que du coup, ce sont les collectivités locales qui se portent garantes, l'État, d'autres partenaires? Voilà, voilà. Justement, c'est la spécificité et l'intérêt de la société coopérative d'intérêt collectif, c'est que le risque pour les salariés est minime. C'est la collectivité et les institutions qui sont, comment dire, qui prennent le risque en termes d'investissement en capital. Mais par contre, la répartition du pouvoir dans la coopérative, après, il ne dépend pas directement du montant qui est apporté. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que les salariés peuvent avoir un poids dans la gestion, la direction de l'entreprise, mais sans être obligés d'apporter beaucoup de capital. En gros, c'est le capital apporté par les salariés qui deviennent membres de la coopérative est symbolique par rapport aux sommes qu'il faut engager, parce qu'évidemment, c'est des sommes très importantes, quoi. Voilà. Mais la CFDT n'était pas sans savoir que dans le communiqué de Solidaire, on parlait de scope, parce que c'était un communiqué grand public, hein. Mais les scopes, il y a différents statuts de scope, et à partir du moment où on disait qu'il fallait que tout le monde s'engage, la société coopérative d'intérêt collectif apparaît comme une évidence, quoi. Mais ils ont préféré, disons, dénigrer notre proposition plutôt que de la préciser, quoi. Est-ce qu'il y a des exemples sur lesquels Solidaire s'appuie pour… On a beaucoup de contacts. On a beaucoup de contacts avec. Il y a 2000, comment dire, il y a 2000 coopératives d'intérêt collectif qui existent en France. Il y en a dans les Côtes d'Armor aussi, hein, notamment. Il y en a un abattoir à Rostronin, notamment, qui fonctionne comme ça. Et en général, ça marche bien. En général, ça marche bien parce que ça allie les différents intérêts. Ça allie les intérêts des salariés, évidemment, l'intérêt des collectivités qui veulent, par exemple, garder un abattoir. Un abattoir, hein, il y a un intérêt pour un canton, pour une communauté de communes d'avoir un abattoir. Si jamais il est déficitaire, les élus voient bien l'intérêt de pouvoir avoir un abattoir sur leur territoire. Et puis après, ça peut avoir un intérêt aussi parce que ceux qui l'utilisent sont partie prenante de la coopérative. Ils siègent aussi au sein du conseil d'administration. Donc, tous les acteurs sont réunis finalement. Les clients, acheteurs potentiels, les collectivités territoriales qui sont censées représenter l'intérêt général et les salariés qui travaillent, qui apportent qui produisent la richesse de l'entreprise, quoi. Voilà. C'est pas un outil parfait, mais c'est dans la situation actuelle, la Solidaire, c'est ce qu'on pense, il semble adapté. Mais après, dans les années à venir, dans le monde d'après, comme on dit aujourd'hui, hein, sans doute, il faudra encore imaginer d'autres systèmes de production, parce que nous, on pense à Solidaire qu'il faut aller vers un système de réappropriation collective des moyens de production. Alors, ça passe par un renforcement des services publics, puis de voir quelles entreprises, quelles productions précises sont indispensables à la nation, en gros, et pour pérenniser sa souveraineté, son autonomie. Donc là, il y a tout un grand débat à avoir, et au niveau syndical, au niveau solidaire, on est en pleine discussion. Hier, on avait une conférence téléphonique de tous les syndicats solidaires de France, là, et on travaille sur des textes actuellement pour voir, il faut que l'imagination soit au pouvoir. Parce que toutes ces idées-là de réappropriation collective des moyens de production et d'autogestion, en fin de compte, hein, des biens communs, parce que c'est ça dont il s'agit, hein. Et notamment les grands services publics, que ce soit la santé, que ce soit les services publics de réseau, l'éducation, il faut absolument on ne peut pas laisser tous ces grands services publics aux mains des technocrates. Il faut remettre les salariés, hein, au cœur du dispositif, et puis que ce soit eux qui aient un avis prépondérant dans la gestion de ces entreprises. Moi, je suis postier. Je pense qu'aujourd'hui, la Poste, elle est dirigée par des gens qui n'ont rien à voir avec le service public. Ils ont même, pour certains, la haine du service public.
Et ils sont à la tête d'une grande entreprise publique qui est censée défendre le bien commun, quoi, hein. Donc, ils sont complètement incapables de le faire parce qu'ils viennent, comme je le disais précédemment, ils viennent de grandes écoles où on leur a expliqué que c'était le marché qui devait réguler, organiser la société, quoi, voilà. Donc, il y a du travail. Par contre, si on remet des postiers, des guichets, des facteurs et leurs représentants syndicaux dans des conseils d'administration avec des usagers, parce que aussi les usagers doivent avoir leur mot à dire, il faut rénover de fond en comble les services publics. Il faut profiter de la crise actuelle pour faire une rénovation totale de tout ce qui est les bras armés de l'État, c'est les services publics, les établissements publics, et puis voilà. Juste une précision, est-ce que tu es d'accord avec donc, l'ancien directeur Jean-Jacques Fuan quand il parle d'un projet qui pourrait être monté à l'issue de cette crise de l'épidémie, donc les masques qui seraient produits, ce serait pour se prémunir contre une autre épidémie, enfin, à moins que celle-ci dure encore un an après, mais il vise plutôt la fin de cette année 2020. Ça paraît, C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire le plus vite possible, mais sans précipitation excessive. C'est-à-dire que si les machines sont trouvées, s'il faut voir les délais de fabrication, les machines qui ont été détruites ont été fabriquées pour être dans une entreprise de Côte d'Armor. Donc il y a moyen de les refaire fabriquer. Il faut regarder les délais de livraison, évidemment. Le terrain, les locaux, c'est pas ce qui manque sur le bassin briochin, hein. Il y a des friches industrielles énormes, notamment au Chapoteau. Le personnel, il y a déjà ceux qui n'ont pas retrouvé de travail. Parmi les 38 qui ont été licenciés, ils sont prêts à repartir tout de suite. Il y a des milliers de chômeurs sur le bassin d'emploi de Saint-Brieuc, donc ça ne sera pas trop difficile à trouver. Il faut retrouver quand même des cadres qui sont en capacité d'organiser la gestion, finalement, quoi. Mais et après, en ce qui concerne les financements, je pense que l'argent, c'est ce qui manque le moins. C'est-à-dire que quand on voit les sommes qui sont débloquées aujourd'hui par la Banque centrale européenne, mais qui malheureusement sont versées aux banques, elles ne sont pas versées directement à l'État, elles sont versées aux banques. Et l'État réemprunte auprès des banques. Mais cet argent-là, il va bien falloir qu'il soit utilisé. Et je pense que plutôt que de laisser les banques les affecter à des secteurs où ce sera plutôt des investissements spéculatifs que des investissements d'utilité publique, c'est là que l'intervention citoyenne, syndicale et politique peut faire qu'on considère que c'est une priorité aujourd'hui de reconstruire un outil industriel de fabrication de masques sanitaires sur l'agglomération briochine. Et donc, si les finances sont débloquées, vous savez, moi je regarde qu'est-ce que la région a été capable de faire, par exemple, pour développer toute l'activité de l'agriculture intensive, que ce soit en matière de construction de poulaillers géants ou de porcheries géantes. C'est des millions d'euros qui sont investis d'argent public de la région. Bon, je pense que si on est capable de déverser des millions dans des productions dont l'utilité sociale est loin d'être avérée, et qui est destinée au marché mondial, qui va sans doute se tarir aussi, je pense que la région et toutes les collectivités concernées, et surtout l'État et la Commission européenne, parce qu'il y a aussi des fonds qui peuvent être obtenus au niveau européen, ce ne sera pas de l'argent perdu, ce sera de l'argent bien utilisé. Donc, les hommes existent, les locaux existent, l'argent, comme je disais, c'est ce qui manque le moins aujourd'hui. Et la seule chose, c'est le temps qu'il faut pour fabriquer les machines et relancer l'activité. Et si l'État s'engage à passer des commandes garanties à l'entreprise, à la société coopérative d'intérêt collectif, il n'y a aucune raison, enfin, le marché, il est énorme, quoi. Donc, il y a d'activité sur plusieurs années, ce ne sera pas un feu de paille. Donc, il est facile, disons, de sécuriser la viabilité de l'entreprise. Très facile. Il suffit que, en plus, d'après les échos qu'on a, et puis notamment les discussions qu'on a pu avoir avec M. Asquette et M. Fuan, M. Fuan qui connaît bien le marché parce qu'il a été directeur de l'ancienne usine, il y a même beaucoup d'industriels bretons qui sont prêts à prendre des engagements d'achat. Donc, parce que bon, voilà, en Bretagne c'est comme ça, hein, mais il y a un marché breton qui est énorme. Il y a 200 000 personnes. On a évalué à 200 000 personnes le nombre
de personnes qui habitent en Bretagne qui sont potentiellement demandeurs de masques. Hein. C'est tous les médecins, tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans le paramédical, tous les salariés qui travaillent dans l'agroalimentaire. Et puis, ouais, bon, il y a énormément il y a un potentiel énorme. Donc voilà, si on arrive à bien expliquer, si on associe dans le troisième collège, qui est le collège des acheteurs finalement des produits finis par la coopérative, si ces acheteurs-là s'engagent, notamment la grande distribution, tout ça, il n'y aura aucun problème. D'autant plus que on voit bien qu'avec la pandémie actuelle, on n'est pas à l'abri d'autres pandémies. Maintenant, ça commence à devenir assez évident. Et que donc, le masque de protection sanitaire risque d'être quelque chose que tout citoyen devra acheter. C'est-à-dire qu'on ira au supermarché, on n'achètera pas que du papier hygiénique et puis des mouchoirs en papier, on achètera sans doute aussi des masques dans les années à venir. Donc voilà. Donc il faut être, je pense, c'est très encourageant. La situation, ça ne se représentera pas, je pense, une telle situation. Mais c'est pour ça qu'il faut être au rendez-vous. Il faut être présent quand ça va se décider. C'est vrai que le ministre des Finances, quand même, Bruno Le Maire, il est quand même un peu. C'est lui qui va un peu débloquer la situation. Parce que s'il donne son accord, ça va se faire, évidemment. S'il ne donne pas son accord, c'est effectivement plus compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, si il réfléchit bien, il devrait approuver le projet. Parce que ce qu'on a toujours dit, hein, c'est que si on regarde le passé, il y a quand même une sacrée responsabilité des gouvernements précédents dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, il faut, s'il veut un peu racheter les erreurs passées, c'est une occasion. Voilà. Et on pourra que s'en féliciter. Voilà, donc on attend la réponse du ministre, on attend l'éventuelle table ronde à la préfecture. Bon, sans doute que les deux sont liés. En tant que citoyen, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour appuyer ce projet? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont inclus, notamment sur le site de Solidaire de Facebook, là où on a eu beaucoup de connexions. Les gens proposaient de l'argent. Donc, avec M. Asquette, on est en train de voir, il y aura certainement une possibilité avec un fonds participatif, donc de verser de l'argent soit pour devenir actionnaire de la coopérative en soutien, ou soit faire des préachats de masques. Alors, tout ça, c'est à l'étude, c'est dans le projet qui se construit. Et donc, voilà. Il y a une pétition qui a été lancée, mais malheureusement, les gens qui ont lancé la pétition n'ont pas pris contact avec nous et ne parlent pas des salariés ni des organisations syndicales et encore moins de Solidaires, donc c'est un peu gênant. Mais la pétition a recueilli 38 000 signatures en 2 jours. Donc, on voit qu'il y a un élan formidable quand même. Voilà. Mais donc, ça avance vraiment dans le bon sens, quoi. Et puis, les gens ont compris, quoi, que finalement, c'était l'intérêt de tout le monde, qu'on puisse se réapproprier les moyens de production, quoi. Très bien, je pense qu'on a été complet. Oui. Eh ben, merci Voilà. beaucoup. Très bien. Bon, Et on se tient au courant, évidemment, notamment sur la déviation sur notre site web. On fera un point sur l'évolution de ce dossier dès qu'on aura des infos et des avancées. D'accord. Très bien.